Voilà, donc nous allons aborder plusieurs points dans le cadre de ce débat. La question du dépistage, bien sûr, la question de la prise en charge également, et puis également la question de la recherche. Voilà, donc je vais vous présenter nos intervenants. Monsieur Romain Favre, excusez-moi, bonjour monsieur, on s'est vu tout à l'heure. Monsieur Romain Favre, obstétricien, spécialiste en diagnostic prénatal et en médecine fétale, chef de service aux hôpitaux universitaires de Strasbourg et responsable du centre de prévention et de dépistage prénatal d'Alsace depuis sa création. Monsieur Yves Alambic, à ma gauche, pédiatre, généticien à l'hôpital universitaire de Strasbourg. Vous êtes toujours intéressé au domaine du handicap, de la découverte à la prise en charge, et vous êtes président du groupement des pédiatres du Bas-Rhin. Madame Bernadette Val, à ma droite, présidente de l'UNAPI, la première fédération d'associations en France qui défend... Alors, je vais le dire, présidente jusqu'en 2000. Voilà. Donc de l'UNAPI, Fédération d'associations en France qui défend les intérêts des personnes handicapées et de leurs familles. Vous avez été secrétaire général du Conseil français pour les questions européennes concernant les personnes handicapées et membre de la conférence nationale de la famille de 1996 à 2000. Madame Alice Casagrande, vous êtes membre du conseil scientifique du Forum européen de bioéthique et spécialiste de la prévention de la maltraitance des personnes vulnérables. Vous avez rejoint en 2009 la Croix-Rouge française pour une mission autour de l'amélioration des pratiques professionnelles et de la promotion de la bientraitance. Alors, monsieur Antoine Roy, voilà. Vous êtes psychologue clinicien, spécialisé dans le développement, et vous travaillez dans le contexte institutionnel avec des personnes adultes en situation de handicap intellectuel. Voilà. Et vous nous parlerez de prise en charge également. Et puis, je ne présente pas M. Jean-Louis Mandel, professeur de génétique, qui dirige un laboratoire de diagnostic moléculaire de maladies génétiques au CHU de Strasbourg, qui est président du Forum européen de bioéthique qui nous réunit aujourd'hui, et titulaire de la chaire de génétique humaine au Collège de France depuis 2003. Et vous nous parlerez, M. Mandel, peut-être un peu plus de recherche. Voilà. Donc je vais d'abord donner la parole à M. Romain Favre, autour du dépistage de l'échographie. Merci beaucoup. Donc, je remercie l'organisation, en particulier Israël Nizan et Nadia, d'avoir organisé ce forum sur les débuts de la vie. Alors, mon métier, comme vous l'avez dit, c'est très largement centré sur la médecine prénatale. Alors, le titre a changé un petit peu, donc on parle quand même de prénatal, parce que c'est mon métier. Alors, historiquement, depuis que l'individu trisomique a été caractérisé par la découverte de ce chromosome surnuméraire, les médecins ont très largement proposé aux femmes de plus de 38 ans en France d'aller vers une amniosynthèse, de faire un diagnostic. Et puis également les couples qui avaient connu la naissance d'un enfant trisomique. Donc c'était centré sur une population finalement très limitée. Puis sont arrivés successivement l'échographie et les marqueurs sériques, qui sont une prise de sang effectuée chez la mère au deuxième trimestre, qui ont fait complètement exploser les choses et diffuser ce dépistage à l'ensemble des femmes. Du reste, en 1997, on a passé à la nomenclature les marqueurs sériques du deuxième trimestre, donc remboursant cette prise de sang, permettant aux femmes d'accéder à un dépistage si elles le voulaient. Et très récemment, en 2009, on a arrêté à modifier ceci avec un dépistage permis au premier trimestre, avec l'écho du premier trimestre et les marqueurs sériques du premier trimestre. Tout ceci s'est fait sans aucune discussion sociétale du tout. Alors, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. J'aimerais aborder un travail que j'ai fait, un travail de thèse sur essayer de comprendre comment les équipes médicales se positionnent par rapport à ce dépistage et comment les patientes le perçoivent. Donc on avait envoyé 460 questionnaires aux médecins et on avait 4 questions qui me préoccupaient. Un, d'évaluer comment le test était décrit aux patientes.
Et en fait, la majorité des médecins, effectivement, présentent cette possibilité d'un dépistage, mais quand même, 7-8% des médecins font ce dépistage sans aucune discussion. Il n'y a pas de présentation du test du tout. Et on voit une très forte différence entre les médecins généralistes et les spécialistes. 34% des médecins pensent que l'écho est obligatoire, hein. C'est un élément obligatoire, qu'il n'y a pas de discussion. Bien entendu, ça ne l'est pas, et là, de nouveau, on voit une très forte différence entre les médecins généralistes et les spécialistes. Le deuxième point qui me préoccupait, c'était d'évaluer le niveau de connaissance, puisque théoriquement, les femmes devraient avoir une information par leur médecin, et on avait formulé un questionnaire assez simple, et seuls 35% des médecins ont répondu correctement à ce questionnaire. C'est-à-dire que la grande majorité des médecins ne perçoivent pas bien la méthodologie du dépistage et les performances, les écueils de ce dépistage. Le troisième point que je voulais évaluer, c'était comment est-ce qu'ils se positionnaient par rapport à leurs patientes. On avait formaté ce questionnaire en deux grands groupes un peu caricaturales, les autonomistes, ceux qui cherchent à respecter la position de leurs patientes, et ceux qu'on a appelés les dirigistes. Eh bien, 20% des médecins sont dans ce deuxième groupe, c'est-à-dire qu'ils vont prescrire le test s'ils pensent que c'est bon, ou ne pas le prescrire parce qu'ils considèrent que ce n'est pas bon. Et finalement, la dernière question qui m'intéressait, c'était de voir quelle était leur position personnelle. Et là, il y a une grande majorité de médecins qui sont favorables à ce dépistage, mais quand même, 8% des médecins pensent que ce n'est pas une bonne voie. Et quand on essaye de voir quelle est la posture des médecins qui permettent réellement aux femmes d'exercer leur autonomie, il y avait 3 facteurs indépendants. Le premier, c'est la qualité de l'entretien. Les médecins qui soignent la qualité de l'entretien, très clairement, ont plus de patientes qui sont consentantes à faire ou à ne pas faire le test. Le deuxième, c'est la spécialité. Et le troisième, c'est le lieu d'exercice. Et pour caricaturer, si une patiente avait un médecin homme de plus de 50 ans travaillant dans un village, elle n'a quasiment aucune chance de réellement exercer son autonomie. Deuxième partie de ce travail se portait sur ces patientes-là. Comment est-ce qu'elles percevaient ceci? Eh bien, 82% des femmes pensent que l'écho est obligatoire, donc le message médical est encore bien plus amplifié. Et quand même, pratiquement 90% des femmes viennent à l'écho du premier trimestre en sachant qu'on peut dépister la trisomie 21. Donc les femmes ne viennent pas tout à fait détendues à cet examen-là. Cette information, probablement par les médias, a transpiré et les femmes connaissent cette information. Et en fait, que 24% des femmes sont consentantes, c'est-à-dire qu'elles connaissent la méthodologie, elles sont favorables au test, elles vont faire cet examen, ou bien elles n'y sont pas favorables, elles ne le feront pas. Ça veut dire que les 3/4 des femmes, quelque part, subissent cette méthodologie du dépistage. Donc ces résultats, je pense, sont quand même très inquiétants dans la pratique médicale, et il y a de nombreuses raisons pour expliquer ceci. La première, c'est que les médecins sont très pressés par le temps. Il n'y a pas de rétribution financière à l'entretien préalable à ces différents tests. Il n'y a aucune formation universitaire à la relation médecin-patient, c'est une grave lacune. Il y a le problème médico-légal qui est extrêmement prégnant actuellement, et tous les tests possibles chez ma patiente, mais surtout pas de trisomie 21. Et on est clairement dans le principe de précaution. Alors j'aimerais finir sur quelques considérations générales sur le diagnostic prénatal. En 1993, le CCNE, le Comité consultatif national d'éthique, s'était très clairement positionné comme étant défavorable à un dépistage de masse de la trisomie 21, craignant une marginalisation de ces individus, et donc la position était très claire. 4 ans après, 1997, Hervé Guémard signe les marqueurs sériques de manière diffuse à l'ensemble des femmes, sans discussion, avec évidemment des pressions financières considérables. Et si on regarde la loi Kouchner de 2002, très clairement, la population médicale est complètement porte-à-faux avec cette loi. Et un des paragraphes dit que la patiente, toute patiente va apprendre avec le professionnel de son choix, en fonction des informations qu'il leur a données, les décisions qui lui sont propres. Donc 88% des femmes pensent que l'écho est obligatoire,
que 43% pensent que l'amniosynthèse est obligatoire quand les tests sont suspects, et que 16% des femmes pensent que l'IMG est obligatoire si le fœtus est trisomique, on peut être très inquiet sur la réalité de l'application de cette loi. Donc on est très clairement, à mon sens, dans une démarche eugéniste, qui est une forme d'eugénisme financier. Très clairement, les choix politiques ont été faits sans discussion avec la population. Vous savez tous que les femmes augmentent, l'âge maternel augmente à la grossesse, que donc le nombre d'enfants trisomiques potentiellement nés va augmenter, et que l'espérance de vie des individus trisomiques a pratiquement rejoint celui de la population considérée comme normale. Donc c'est un impact financier qui est considérable, et en France on a très clairement fait le choix de privilégier l'approche prénatale qui est financièrement moins lourde que la prise en charge de ces individus. Et le passé eugéniste est très, très long en France, et j'aimerais juste retracer quelques parties importantes. La première, c'est un de nos prédécesseurs obstétriciens, Adolphe Pinard, à la fin du siècle, qui a créé la puériculture, qui était la science de l'amélioration de la graine. Et Pinard disait que c'est en faisant de la puériculture qu'on va diminuer le nombre de déchets sociaux, d'infirmes, d'idiots, de dégénérés. Et c'est lui qui a fondé la société d'eugénique, qui est devenue la société de génétique. Une filiation intéressante, si vous le voyez. Tout début du siècle est apparu le grand mouvement hygiéniste, avec donc la crainte de cette dégénérescence, le désir de contrôler la graine, la qualité de la graine. Et il y a plusieurs hygiénistes intéressants, en particulier Appert, qui disait autrefois seuls les plus valides survivaient, mais maintenant on protège les moins doués, les tarés, les affaiblis, et non seulement ils survivent, mais en plus ils se reproduisent. Donc on est dans une crainte de la dégénérescence, et l'enfant trisomique en particulier fait partie de ce spectre de la dégénérescence. Et quelque temps après, un éminent prix Nobel, Charles Richet, a écrit La sélection humaine, je pense que beaucoup de gens ont dû lire, et il est dans la toute-puissance de l'hérédité, et il est un des premiers à introduire cette notion, le concept de punition divine, et je suis toujours frappé de voir combien les familles qui ont un enfant trisomique ont cette culpabilité de la faute. Et Richet dit que les enfants sont à l'image de leurs parents, il est dans l'ordre des choses qu'ils payent la faute des parents. Il y a un dicton à l'époque qui va toujours tout à fait dans le même sens, il dit que la faute de la vache, c'est le veau qui va la payer. Et un peu plus tard apparaît Édouard Toulouse, qui est un auteur extrêmement important, qui est le premier à avoir introduit cette notion de biocratie, qui est donc la biologie qui offre enfin aux dirigeants la capacité de sélectionner les individus, de séparer les faibles des pauvres. Et Toulouse, d'une très jolie voix, dit qu'on va favoriser la naissance des beaux enfants, qui ne soient pas une charge pour les parents. Et la France peut ainsi devenir une nation d'élite, un peuple de chefs, et que les travaux de manœuvre seront laissés à nos sujets coloniaux. La biocratie, très clairement, était à l'époque le fantasme du pouvoir médical qui n'avait aucun doute sur ses capacités. Et je finirai avec Foucault, qui a repris très largement ce concept en 1979 dans son texte sur la naissance de la biopolitique. Et Foucault dit que la gestion de la vie par l'État repose en fait entre une alliance stratégique entre les connaissances spécialisées, en l'occurrence les médecins, et le pouvoir institutionnel. Et actuellement, on est complètement là-dedans. Le biopouvoir, c'est la chance de biomédecine, qui détient ce biopouvoir, qui est une instance tampon entre les ministères et les soignants, les médecins, et qui édicte les bonnes règles de pratique. Je travaille dans cette agence, dans certaines commissions. Je peux vous dire que sur le dépistage de trisomie 21, la partie éthique de cette démarche n'a jamais été abordée. On s'occupe de la méthodologie, du fait d'en avoir le moins possible, mais la partie éthique n'a jamais été discutée. Et je finirai avec deux autres formes d'eugénisme, qui est Habermas, qui est un voisin allemand qui a connu une période difficile, qui a introduit, lui, le concept d'eugénisme individuel, en l'opposant à celui d'État, qui est évidemment beaucoup plus lourd. Et Daniel Moïse, qui est une philosophe qui a beaucoup écrit
sur ces sujets-là, et en particulier après le procès Perruche, et qui a introduit la notion de l'eugénisme de précaution. Et c'est vrai que les obstétriciens sont des rares personnes médicales où finalement, quelque part, on a intérêt à la mort de notre sujet, et non pas à le soigner. Voilà, donc je pense qu'il y a il y a encore beaucoup de choses à dire, j'espère qu'on pourra échanger sur ces thèmes. Pour moi, ce qui me paraît important comme message, c'est que les équipes médicales ne sont pas à l'aise avec ce dépistage-là. Et ce malaise, forcément, ne peut que transpirer chez les femmes dans la population. Et je crois que c'est vraiment un des bénéfices de ce forum, de pouvoir ouvrir cette discussion avec les consommateurs. Je vous remercie. Je voulais aborder deux sujets. La première, c'était quelles sont les perspectives pour l'intégration du trisomique dans la société telle qu'elle est. Et puis une partie qui était la notion d'eugénisme. Je vais donc tout de suite passer à cette partie-là. La notion d'eugénisme dans notre société, dans ce qu'elle considère comme normal et pathologique, et ce qu'elle en fait. Alors à première vue, on pourrait dire qu'on est loin de l'eugénisme des 2 siècles passés, de l'homino au nazisme, en passant par la Suède des années 50 où on stérilisait les handicapés de façon très large. On est allé dans d'autres pays également pour le faire. Et dans notre société, a priori, on admet qu'un couple confronté à un diagnostic prénatal de trisomie 21 puisse décider de ce qui va se passer pour ce futur enfant. L'arrêt de la grossesse d'une manière ou d'une autre, ou la poursuite jusqu'à la naissance. A priori, c'est comme cela que ça se passe. Et le choix des futurs parents est respecté. En fait, la pression eugéniste de la société est telle que 9 sur 10 fœtus trisomiques 21 sont avortés. Et dans certains centres régionaux, pas à Strasbourg, ça ne se discute même pas. C'est évident, il n'y a que cela à faire. Chez nous, nous connaissons des familles qui rapportent des propos de professionnels durant la grossesse. Comment ? Vous avez une hésitation ? Et vos autres enfants, que vont-ils devenir ? Abaissés par celui-là. Et la charge que vous allez imposer à la société. Vous êtes inconscient. Ah, c'est un problème religieux, vous en êtes encore là. Et pourtant, malgré tout cela, des familles qui ne souhaitaient bien évidemment pas avoir un enfant trisomique, qui sa vie durant sera lui soumis à cette condition, décident que puisque cet enfant est viable, elles le gardent et elles feront avec. Pour nous, médecins de ce pays, il n'est pas question de juger ou de décider à la place des autres, mais de réfléchir aux implications des discours et des décisions prises dans une société que nous espérons ouverte et respectueuse de ses citoyens. La trisomie 21 n'est pas une condition facile à vivre pour la personne elle-même et pour sa famille. Et l'on comprend très bien les interruptions demandées. Ce faisant, dans notre société, avec ses projets compétitifs, productifs et efficaces, quelle peut être la place des enfants et des personnes adultes trisomiques déficientes, qui sont lentes, dont l'éducation demande tant de moyens humains et financiers? Peut-on accepter l'ambivalence des discours en fonction du moment? Le discours si négatif en prénatal, puis culpabilisant en postnatal, si un couple a, entre guillemets, refusé l'interruption puisqu'il n'a pas choisi la poursuite, puisqu'il a refusé l'interruption, puis qu'il n'a pas, puisqu'il a choisi la poursuite de la grossesse. Discours qui rejette ce couple avec cet enfant, ou encore ce discours de commisération apitoyée auprès du couple quand le diagnostic prénatal n'a pas été fait malgré tous les moyens mis en œuvre. Et pour moi, je dirais que si l'existence de ces personnes trisomiques était tout simplement avec leurs différences, ce qui nous permettait à nous de mieux regarder notre propre humanité hors du champ social. Mais comment sortir du fait dans notre société que le trisomique 21, s'il n'a pas été interrompu, né vivant, alors il est coupable même d'être né? N'est-ce pas le signe d'une société autoritaire, alors que nous croyons avoir le choix? Et alors, dans d'autres domaines très différents, est-ce la même chose qui se passe? Alors, on pourrait citer beaucoup de gens qui ont travaillé dans ce thème, et je ne vais pas le faire maintenant. Guilhem, sur le normal et le pathologique, Michel Foucault à nouveau avec les anormaux, où il cite un exemple très intéressant entre l'inclusion et l'exclusion, par exemple, du pestiféré et du lépreux, et qui permet de bien comprendre la position de où est la trisomie 21. Et je reprends juste maintenant la première partie que je voulais vous donner en tant que médecin, pédiatre qui connaît les trisomiques. Et d'abord pour vous dire qu'en fait, on ne sait pas ce que c'est que les trisomiques 21. Les gens qui les voient
savent des choses que vous ne savez pas. Ça veut dire que qu'est-ce que c'est qu'être trisomique 21 ? Souvent, quand on parle d'avorter un trisomique 21, les gens disent c'est évident, on le passe au baquet. Mais ils ne savent pas ce que c'est que la trisomie 21, y compris les gynécologues qui font ça. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord qu'une personne porteuse de handicap ? C'est quelqu'un qui est désavantagé par rapport aux autres, limité dans ses activités à cause d'un problème physique ou mental, et ceci est définitif. Mais une personne qui est trisomique 21, c'est quelqu'un qui va subir une condition qui va radicalement modifier sa vie et celle de son entourage. Pour autant, est-ce qu'on peut dire que cette condition est l'ensemble de la personne ? Eh bien non, nous estimons que des personnes qui sont trisomiques 21 sont des personnes à part entière, et qu'elles ont les mêmes besoins vitaux que les autres, avec des droits et des devoirs, et à la naissance, il faut rappeler que ce sont des enfants viables. Alors le handicap, ce n'est pas une maladie en soi, c'est donc un des avantages d'une condition dont on ne peut pas guérir, mais la société peut faciliter ou améliorer ses conditions de vie, et c'est la grandeur d'une société moderne et respectueuse de tous ses membres, donner un enseignement, organiser les moyens d'une vie décente. Et on sait que quand l'espace public est adapté au handicap, les patients se sentent moins démunis et les personnes seront incluses parmi les membres de la société. Alors juste encore 2-3 choses. Il y a 2-3 choses à aborder. C'est premièrement l'annonce du handicap. Il faut savoir que les parents traumatisés doivent être accompagnés et soutenus, et qu'il peut y avoir ce qu'on appelle un surhandicap provoqué par des mauvaises annonces et des mauvaises premières années dans la vie des gens. Parce que non aidés par les gens de la société qui vont les entourer, déjà culpabilisés à la naissance par cet enfant qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, coupable déjà d'être né, eh bien ils seront démunis et leur relation avec leur enfant déjà troublée peut s'en trouver profondément affectée. En fait, on sait que la nouvelle de l'affection va radicalement changer leur vie et l'idée qu'ils se faisaient de leur enfant et de son avenir. Plus tard, dans l'évolution de la vie, il va falloir reconnaître les conséquences possibles dans l'évolution. Et chacun est différent, et il n'y a pas un trisomique qui ressemble à un autre, de même qu'une personne handicapée ou qui a un handicap ressemble à une autre. Il y a des enfants trisomiques qui deviendront des adultes, qui vont entrer dans la vie sociale et qui vont avoir un travail et une vie sexuelle qui va leur permettre de s'épanouir, et d'autres qui n'y parviendront absolument pas. Alors, malgré tout ce que fait la société, malgré toute l'organisation par des CAMS, et là il faut rendre hommage ici à Bernadette Val, qui dans la région a organisé les premiers CAMS il y a 20 ans déjà, et depuis il y en a 5 qui se sont ouverts dans tout le département du Bas-Rhin. Eh bien, malgré tout ce qu'on a organisé, les CESAD, les CAMS, puis les structures ouvertes, certains trisomiques n'accèdent jamais ni au langage, ni à une vie qui leur permette d'avoir une vie autonome. Mais d'autres y accèdent tout à fait. Alors, comment continuer un tout petit peu dans les limites de la prise en charge ? On va avoir la scolarité en maternelle, avec auxiliaire de vie scolaire ou non, avec une scolarité adaptée ensuite à l'école, avec des systèmes d'organisation qu'on appelle les CLIS. Et ensuite, je voudrais aborder la partie qu'on aborde assez peu, qui est le fait que l'enfant trisomique devient un adulte trisomique. Et en fait, l'autre jour, en discutant avec un de mes collègues, je me disais il faudra aborder également la sexualité des enfants trisomiques. Vous entendez ce que je viens de dire ? La sexualité des enfants trisomiques. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas, en fait, quand on parle de trisomique, autre chose que ce sont des enfants, des immatures, des personnes qui ne deviennent pas adultes. C'est-à-dire que cette notion de sexualité, pour l'aborder rapidement, on a longtemps nié la sexualité des trisomiques. On disait que ce sont des anges. Et puis, on les a considérés comme ayant une sexualité aberrante, avec c'était des garçons sur mâles, ou bien des masturbateurs effrénés, et qui s'arrêtaient au premier besoin bestial, d'une certaine manière, et sans désir reconnu. Et enfin, la sexualité maintenant est reconnue, elle est valorisée, mais elle est tronquée avec une notion qui peut être acceptable au niveau social, mais certainement pas la deuxième partie de la sexualité, qui est la procréation. On trouve chez les trisomiques un développement sexuel et une identité sexuelle habituelle. Elle peut donc se développer, mais elle va rester entravée dans notre société, car si les parents admettent de plus en plus la sexualité de leurs futurs enfants qui deviennent des adultes, le mariage de leurs enfants également, mais la procréation est quelque chose qui est dans notre société, et c'est un acte génique que nous revendiquons, eh bien, et c'est tout à fait refusé.
Quelle que soit la réserve que l'on y mette, vouloir interdire à une population donnée de procréer, même si c'est justifié, relève donc d'une forme d'eugénisme. Mais on peut accepter certaines formes d'eugénisme et en refuser d'autres. Enfin, je voudrais juste dire un mot sur l'entrée dans le monde du travail. Afin d'avoir une place dans la société, il est possible et souhaitable pour un adulte de travailler, et ceci à partir des centres d'aide pour le travail qui ont été transformés en ESAT éventuellement. De nombreuses entreprises qui font appel à ce type de structure pour des fonctions possibles, où une certaine routine, une habitude de travail est possible, sont en fait très satisfaites de leurs employés trisomiques. Vous voyez, le mot enfant revient régulièrement, comme lapsus. Un travail dans un restaurant, un café est également possible. Dans mon expérience de vie de voyage, j'ai pu voir comme ça un jeune trisomique qui était membre d'un orchestre en Indonésie. J'en ai vu un dans un café qui travaillait comme serveur à Florence, en Italie. Et vous pouvez en avoir vu dans de nombreux pays, mais en France, on les voit peu dans la réalité. Voilà, moi je crois que j'ai dit pas mal de choses, je vais laisser la place à d'autres personnes. Merci beaucoup. Bonjour. Alors c'est vrai que beaucoup de choses ont déjà été dites, donc je vais cibler quelques petits points. Tout d'abord, pour reprendre du côté de la famille, voilà, il y a 35 ans maintenant, j'ai du mal à dire 35 ans, il n'y avait pas de dépistage, il n'y avait pas, moi j'avais jamais entendu parler de ça. Nous avions 2 petites filles qui étaient, vous savez, nous étions parents, donc elles étaient super magnifiques, super intelligentes, enfin, tout allait très 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 bien, et puis on s'est dit, tiens, en plus on avait un 3e enfant. Et puis le jour de la naissance, à certains 10 janvier, arrive à cet enfant qu'on ne reconnaît pas, qui a un drôle de visage, qui est tout mou, tout bizarre, tout rouge, et que très vite, la sage-femme, les médecins, tout le monde, nous enlève et emmène ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? On ne comprend pas. Et dans cette clinique, j'ai dû supplier pour qu'on m'apporte ma fille. On ne voulait pas me l'apporter. On m'apporte ma fille, et mon mari est à côté, je lui dis, mais elle a un air mongolien. Je ne connaissais que ce mot-là. J'avais déjà vu, rarement, mais dans la rue, des enfants dits mongoliens. Elle a un air mongolien. Et j'ai dit à mon mari, j'en suis sûre, elle est bizarre. Elle avait les bras allongés, elle était toute drôle, vraiment bizarre. Arrive le pédiatre qui me dit, alors je lui dis qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle a? Il me dit, ah bon, vous pensez qu'elle a quelque chose? Ben, je dis oui. Il dit, vous savez, il faut attendre, on ne sait pas. Et puis de toute façon, à quoi ça sert de vous le dire, puisque de toute façon vous ne pouvez rien y faire. Ça a été quelque chose de terrible. C'est une phrase que j'ai toujours retenue, parce que je me suis dit, nous parents, on nous enlevait notre rôle de parents, on ne pouvait rien y faire. Voilà. Et je me suis dit, mais non, du pipe, on peut faire quelque chose, on a un enfant, il faut bien s'en occuper. Je n'ai jamais contesté que cet enfant était le mien. Parce que beaucoup de parents disent, on est obligé de faire un effort pour reconnaître cet enfant comme le sien, pour dire c'est le mien, même s'il est tellement différent. Je n'ai jamais contesté cela, c'était notre enfant, mais c'était aussi un cataclysme. C'est un cataclysme dans une vie, parce qu'on sait que jamais plus on ne sera comme avant. Que quoi qu'il arrive, jamais plus on ne sera comme avant. Et puis les gens viennent vous dire des choses, toujours dans la clinique, du style, ne vous en faites pas, ils vivent pas vieux, bientôt il partira. Ne vous en faites pas, moi j'en ai connu un qui parlait à 20 ans. Et puis voilà, vous savez, il y en a qui sont même intelligents. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors mon mari s'est précipité sur un dictionnaire, et il m'a dit, je ne peux pas te dire ce qu'il y a dans le dictionnaire, parce que c'était tellement horrible que non. Bon, finalement, rencontre du généticien, on confirme, et il nous dit, élevez-le comme les autres. Élevez-le comme les autres, faites comme avec les autres, et vous verrez, ça se passera bien. Et voilà, donc nous voilà engagés dans cette aventure, avec une chance exceptionnelle, c'est que, je le dis parce que c'est pas toujours le cas, nous avons fait le même cheminement avec mon mari. On sait que beaucoup de couples, à ce moment-là, vivent des choses très différentes et se séparent, beaucoup plus peut-être que dans la population ordinaire. Nous avons eu cette chance de le vivre ensemble, avec nos filles qui se sont rendues compte. Je verrai toujours l'aînée qui avait 4 ans qui vient dire « Oh, regarde maman comme elle est mignonne, elle a des petits doigts, elle a un petit nez, de petits yeux, etc. etc. » Et j'ai dit « Mais oui, en fait, elle a raison, c'est un enfant, comme les autres enfants. » Et nous, on l'a accueilli dans les larmes, et en fait, c'est un enfant comme les autres.
Et donc on a vécu comme ça quelques années avec, je dirais, la conviction qu'il fallait qu'on ait d'autres enfants, après s'être renseigné, savoir qu'il n'y avait pas de raison que ça se reproduise. Aujourd'hui, on est peut-être plus réservé sur cette affirmation. Enfin, nous, on y croyait. Et donc, nous avons eu, avec une amniosynthèse, une quatrième fille, voilà, puisqu'il fallait bien. Et cette quatrième fille, bon alors, gros problème de l'amniosynthèse, parce que bon, je vais vous situer un petit peu les étapes plutôt médicales, puisque les autres ont été un peu évoqués. Gros problème, on s'est dit, mais tout le monde nous disait, il faut la faire, bon, et alors qu'est-ce qu'on fera? Et moi, alors que je n'avais jamais été malade pour les 3 premières grossesses, j'étais malade comme un chien, vraiment terrible, jusqu'au moment de la myosynthèse, où quelques jours avant, on se dit avec mon mari, mais maintenant, si c'est un enfant trisomique, qu'est-ce qu'on fait? Donc gros problème, et il fallait qu'on en parle. Donc on en a parlé, alors je dis tout de suite, on n'a pas eu à faire le choix, mais on s'était dit, on ne peut pas ne pas le garder, cet enfant, parce que d'abord c'était nos convictions, en même temps c'était nier que Marie-Noël avait une importance. Donc on s'est dit, si c'est un enfant trisomique, ben, normalement on le garderait. Voilà, j'ai dit on le garderait parce qu'on n'a pas eu à faire ce choix. Et on en a parlé avec nos 2 filles qui à l'époque avaient 8 et 10 ans, et on leur explique, voilà, on va aller faire un examen pour voir si le bébé est normal, enfin, si le bébé va bien. Et celle qui avait 8 ans à l'époque me dit, et alors s'il va pas bien? Ben, je dis, il peut être comme Marie-Noël, ne pas aller très bien. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, je dis, voilà, il y a 2 solutions. Soit on le garde, soit on le fait naître tout de suite. Mais maman, tu as bien dit qu'il fallait 9 mois pour faire un bébé. Oui, mais si on le fait naître tout de suite, ce bébé, il ne peut pas vivre. Non. Alors maman, on dit, soit on le garde, soit on le tue. Bon, aujourd'hui elle est pédiatre, hein, mais je vais vous dire que ça a été un espèce de choc. C'était quelque chose d'assez terrible d'entendre ça de la bouche de cette gamine de 8 ans. Et on lui a dit, ben oui, mais nous on n'a pas l'intention. Mais non, maman, tu sais, on est grande maintenant, on pourra vous aider. Et puis maintenant on sait ce que c'est. On parlait tout à l'heure d'éducation dans la patience, on a appris la patience avec Marie-Noël. Et donc voilà, le temps a passé, on a eu cette 4e fille, puis on se dit, oh, pourquoi pas un 5e, bon, et puis on a eu un 5e enfant, voilà, quelques années après, on a eu Jean-Baptiste, voilà, un garçon. Et en fait, j'ai vécu l'étape avec Jean-Baptiste, c'était la biopsie, parce que même la myosynthèse, on fait ça 4 mois et demi, le temps d'avoir les résultats, on est à 6 mois. Je trouve que c'est lourd, c'était lourd d'attendre jusqu'à 6 mois pour les... Enfin, nous on s'était dit on le garde, mais bon, on ne sait jamais comment on aurait réagi. C'est lourd d'attendre 6 mois, d'avoir un bébé qui bouge et de dire après on doit faire quelque chose. Et c'est vrai que la biopsie qui se pratique tout de suite dans les quelques premières semaines a l'avantage de, peut-être pour les mamans qui veulent pratiquer cet avortement, d'être plus précoce et de peut-être moins traumatisant. Ouais. Ça ne se voit pas encore. Ça ne se voit pas encore. Bon, ah oui, mais on disait qu'on le voyait. Enfin, je sais pas. Non, mais le ventre. Ah, le ventre, oui, et non, et surtout on le sent pas de la même façon. Encore que. Moi, je dis un enfant, il existe avant même qu'on le conçoive quand on le veut. Alors, les années ont passé, on a essayé d'intégrer Marie-Noël dans la famille. Bon, elle était bien entre ses deux sœurs et son frère et sa sœur suivants. Et nous est arrivé, alors je crois que c'est ça qu'il faut que je dise, Israélisant disait qu'il fallait absolument parler de ça, le grand combat avec les médecins et le corps médical. Aujourd'hui, Marie-Noël est devenue sourde. Elle est trisomie 21, devenue sourde. Et ça, je le dois à la négligence, aux a priori du corps médical qui n'a jamais considéré, enfin, les gens que j'ai rencontrés, j'ai vu rencontrer des pas bons, quoi, je sais pas, hein, qui ont dit, oh, pour une trisomie qu'elle va bien, etc., etc. Jusqu'au jour où Marie-Noël avait des problèmes d'oreille, elle avait fait des otites séreuses petites, et on lui a mis des drains, puis ensuite on lui a dit, oh, de toute façon on ne peut plus rien faire, vous partez comme ça. Et donc vers 7-8 ans, la seule solution c'était l'orthophonie, c'était avec une perte auditive déjà sérieuse.
Et puis, vers l'âge de 13-14 ans, elle s'est mise à saigner des oreilles, une oreille en particulier. Et donc, je suis allée voir un premier ORL, un deuxième ORL. Chaque fois, c'était, c'est pas très grave, antibiotique. La deuxième fois, c'était, non, pour une trisomie, elle va bien, etc. Et j'ai fait comme d'autres parents, conseillée par une amie. Je suis allée à l'autre bout de la France. Et j'ai rencontré un médecin qui m'a dit « Mais mon Dieu, madame, votre enfance, c'est une catastrophe. Je travaille dans des bidonvilles au Liban, je n'ai jamais vu quelqu'un dans un état pareil. Elle a des végétations énormes. Alors, ça faisait 15 ans que je disais que Marie-Noëlle dormait assise, et qu'on me disait « Oui, ben, elle est trisomique, elle a le droit de dormir assise. » Mais en fait, quand je la couchais, elle se remettait assise, elle a dormi assise, les jambes croisées pendant 15 ans. Et donc, parce qu'elle avait sans doute des végétations, à cause de ça, elle respirait mal. Et puis, les oreilles dans un état épouvantable. Et donc, Marie-Noëlle a subi au total, parce qu'elle avait des cholestéatomes dans les oreilles, qui l'ont rendue sourde, effectivement. On lui a enlevé les oreilles, tout l'intérieur des oreilles, on lui a fait des recompositions du tympan, du conduit auditif, le crâne a même été abîmé par les cholestéatomes, on lui a fait des greffes pour remettre son crâne en route, enfin pour que ce soit correct. Et elle a subi au total 12 opérations, sans parler des yeux, etc. Et finalement, au bout du compte, c'est ce qui, moi, dans ma vie, m'a le plus révoltée. La trisomie, je ne me suis jamais révoltée, j'ai dit ça arrive à d'autres, pourquoi pas à nous. Mais la souffrance qu'elle a dû endurer, parce qu'on m'a dit qu'elle avait dû souffrir terriblement. Quand on a mal aux oreilles, on sait ce que c'est. Et moi, je trouvais qu'elle était un peu autiste, parce qu'elle se balançait en criant, en hurlant, et je ne savais pas pourquoi. Bon. La souffrance qu'elle a dû endurer, cette espèce bon, après tout, elle est trisomique. Puis on m'a même dit un jour, il y a un médecin, mais vous savez, il ne ressent pas la souffrance comme nous. Hein. C'est pas la peine de vous en faire, elle ne souffre pas comme nous. C'est hallucinant, ce truc-là. Et puis, dernière étape, parce qu'il fallait bien qu'il y en ait une autre, eh bien, Marie-Noëlle a été, bon, comme beaucoup des enfants trisomiques, on a fait un dépistage pour savoir si sa colonne vertébrale était en bon état, en particulier les cervicales, puisque beaucoup d'enfants trisomiques ont des malformations cervicales, ça peut être dangereux. Et puis bon, elle avait tiré le mauvais numéro, et elle avait effectivement une malformation cervicale qui pouvait entraîner des accidents très graves, la paralysie, etc. Alors nous, on n'a pas hésité, on a dit, elle avoir tiré jusque-là, elle n'entend pas, elle voit mal. Si en plus elle est immobilisée, il est bien évident qu'on ne peut pas prendre ce risque. Donc on l'a fait opérer, elle a une tige du crâne jusqu'en haut du dos pour maintenir ses cervicales, à la place des cervicales. Et donc c'était une autre opération difficile qu'a fait le professeur Claver ici. Et qui fait qu'il nous a dit, vous savez, elle pourra toujours dire non, mais elle ne pourra plus dire oui. Bon, aucun problème. Elle n'a jamais beaucoup dit oui, donc ça va très bien. Et elle est arrivée comme ça, elle est allée dans des classes spéciales, elle est allée dans le service d'insertion qu'on avait créé pour les adolescents, elle est entrée en CAT. Aujourd'hui, elle vieillit. Elle est à mi-temps au CAT parce qu'elle a envie de dormir le matin un petit peu plus qu'avant, donc elle dort un jour sur deux, elle se lève un jour sur deux, et elle est dans sa structure où travaille M. Roy, donc il vous en parle en tête. Et nous avons aujourd'hui cet autre problème, donc nous tenions à ce qu'elle soit dans un établissement, donc on a créé ces établissements au fur et à mesure, on tenait à ce qu'elle soit dans un établissement pour ne pas être à la charge de ses frères et sœurs. Nos engagements associatifs nous ont pris beaucoup de temps, les ont rendus très responsables, mais en même temps leur ont peut-être pas donné la même vie que d'autres enfants, d'autres jeunes, et on s'est dit il ne faut pas que leur vie d'adulte soit hypothéquée par la présence de leurs sœurs, donc il faut qu'on ait une solution d'accueil pour elles. Donc cette solution d'accueil, elle existe, mais aujourd'hui j'ai peut-être un autre regard pour terminer sur ce que devient Marie-Noëlle. J'expliquais dans la structure qu'il y a quelque chose qui me fait très mal. C'est que quand elle rentre chez nous tous les 15 jours, elle est avide de câlins. Elle se blottit dans nos bras, maman, papa, etc. Elle dit pas maman, elle dit papan, on a toujours appelé papan.
Et elle se blottit, elle veut des câlins. Et un jour, je me suis dit, mais bon sang, ces câlins et tout. Et puis j'ai dit, mais au fond, si moi je ne lui fais pas ces câlins, qui va lui faire? Et ça, c'est quelque chose qui me touche profondément. Elle a eu des petits copains dans la structure. Elle en a eu un en particulier qui, un jour, a changé de structure. Et je sais qu'elle a pleuré devant sa porte pendant 2 jours parce que personne ne lui avait dit qu'il partait. Donc elle ressent beaucoup de choses. Je me souviens que quand elle avait 12-13 ans, on lui avait acheté un nouveau lit. Et quand elle s'est assise sur le lit, elle a tapé dessus, puis elle a fait « Guillaume ». Parce qu'elle avait un copain qui s'appelait Guillaume. Et alors mon mari lui a dit « Ah, il n'est pas prévu dans l'affaire ». Mais bon, donc on savait qu'elle avait... Bon, que c'était une tigresse avec les copines des garçons qu'elle aimait. Elle leur a fait voir toutes les couleurs, hein, les cheveux tirés, les trucs de jus d'orange sur la tête, enfin. Mais aujourd'hui, c'est peut-être plus calme, tout aussi, peut-être encore plus profond, je dirais. Et c'est cette espèce d'amour silencieux, cette tendresse qui lui manque. Et ça, c'est quelque chose... J'ai toujours dit, finalement, un enfant trisomique, il peut être heureux. Il suffit que sa famille l'accueille bien, que ses frères et sœurs l'accueillent bien. Et je pense qu'elle a été une enfant heureuse, une adolescente heureuse, mis à part tous ses problèmes médicaux. Mais je ne sais pas si c'est une adulte heureuse. Elle est heureuse dans sa structure, mais je ne peux pas dire, moi, que malgré tout ce qu'on a fait, ça peut être une adulte heureuse. Parce qu'elle voit ses sœurs, on a presque 9 petits-enfants, ses sœurs qui ont des enfants, qui ont des maris surtout. Je crois que c'est ça qui peut-être lui manque le plus. Et elle est là, comme ça, toute seule. Et je crois que c'est quelque chose, moi, qui me pèse beaucoup aujourd'hui. Autant, je dirais, c'est une des choses les plus extraordinaires qui nous soit arrivée dans notre vie, parce que ça vous ouvre un monde exceptionnel, ça vous remet en place beaucoup d'idées, parce qu'on peut avoir des enfants géniaux, mais on peut en avoir qui sont un petit peu moins géniaux, mais qui sont très géniaux de cœur, et qui sont tellement aimables. Donc ça remet les choses en place, mais en même temps, ça pose quand même le problème aujourd'hui de cet enfant que la vie nous a confié, qu'on va laisser en héritage. Je disais, quand elle est née, on ne pourra jamais être au repos. Et même au moment de la mort, les parents d'enfants trisomiques ou même d'un autre handicap ne peuvent jamais s'endormir en paix. Je crois que ça, c'est une de nos particularités. Et maintenant que l'âge arrive, je dirais que c'est quelque chose qui est encore plus présent. Et je me souviens d'un papa qui avait 80 ans à peu près, dont la fille avait 45 ans et qui est décédée, elle est décédée dans son sommeil. Et un autre monsieur, enfin de l'UNAPI, est venu me voir et m'a dit « Vous allez comprendre ce que je vais dire, mais quelle chance il a !» Ça, c'est horrible. Et en même temps, ouais, voilà, je ne veux pas attrister l'atmosphère, mais je pense qu'il faut quand même dire certaines choses. Donc je travaille à la fois dans ce foyer, il y a également une partie d'activité de jour où les personnes viennent que pour la journée, rentrent chez elles le soir, et puis un service d'accompagnement à la vie sociale qui accompagne là les personnes de manière plus ponctuelle dans leur vie quotidienne. C'est des personnes qui vivent chez elles, qui peuvent avoir des enfants, et toutes ces personnes sont en situation de handicap sur le plan intellectuel. Par rapport aux personnes trisomiques que nous accueillons, la première des choses que j'avais envie de dire, c'est que la manière dont on en parle, la manière dont on en a parlé, que ce soit de la part des professionnels, que ce soit de la part des parents, que ce soit de la part d'un entourage plus lointain, c'est vrai que cette représentation en termes d'enfance, elle revient tout le temps. C'est de dire « Ah bah ce sont de grands enfants, ah bah quelque part, oui, les jeunes ». On les appelle les jeunes au sein de la structure. Voilà, donc moi appeler jeune une personne de 50 ans, c'est vrai que ça m'a fait drôle. Et puis, donc ça c'est un petit peu l'histoire de la représentation. Maintenant, moi au sein de la structure, j'ai plusieurs chantiers. Il y a le chantier des suivis, où j'accueille les personnes en entretien, donc je recueille leurs paroles, et quelque part ici j'essaierai de faire part un peu de leurs paroles sur ce versant-là.
J'encadre et j'assure avec les éducateurs les projets d'accompagnement individualisés. C'est un peu barbare, mais ce qui est important là-dedans, c'est qu'il y a la notion de projet et comment on se projette en tant qu'adulte dans sa vie, même quand on est en situation de handicap, même quand on a des difficultés dans la vie quotidienne, et même quand tout le monde vous dit il faut faire ci, il faut faire ça, et même quand on est adulte, on continue à vous dire tu n'as pas le droit, tu sais, c'est pas comme ça qu'on fait. Et enfin, dernier champ que j'aborderai peut-être, c'est que j'anime également avec l'équipe de la structure des groupes de parole autour de la vie affective et sexuelle. Donc on parle d'actes sexuels, on parle de qu'est-ce que c'est qu'être un homme, qu'est-ce que c'est qu'être une femme, qu'est-ce que c'est que l'intimité. Et donc on en parle avec ces personnes qui sont des adultes, et on constate effectivement que de leur côté à eux, il y a peut-être eu, dans leur parcours de vie en tout cas, un manque d'information. Et je pense pouvoir affirmer que c'est pas un problème de la situation de handicap, c'est pas un problème de la déficience intellectuelle, c'est pas un problème d'immaturité affective, c'est vraiment dans le parcours de vie une information qui n'est pas parvenue. Pour toutes les raisons qu'on évoquait par rapport, je trouvais très intéressant l'historique par rapport à cette histoire d'eugénisme, parce qu'on hérite de tout ça, même si on a beau dire c'était il y a un siècle, dans les discours, de manière très très diffuse, c'est encore présent. Effectivement, l'interdiction d'avoir un enfant, elle est là. Je pense que je peux dire aussi qu'au moment où la structure a été créée, il y a 7 ans, le règlement de fonctionnement élaboré a stipulé, article 42, que les relations sexuelles... Alors, l'association envisage que les personnes effectivement aient des relations affectives qui se développent, mais refuse que ça aille vers des relations sexuelles au sein de la structure, ça doit faire l'objet d'un autre projet. Donc on a créé un lieu de vie, on a le droit de vivre sa vie, mais c'est vrai que dans un premier temps, pas toute sa vie. Voilà, elle est un peu tronquée. Donc on a mené beaucoup de réflexions, que ce soit avec les parents, avec les professionnels autour de tout ça, et ce qu'on essaie de structurer un petit peu, c'est de bien faire la différence entre ce que c'est que la déficience intellectuelle. Les personnes trisomiques, pour la plupart, je dis pour la plupart parce qu'il me semble qu'il y a des exceptions, présentent une déficience intellectuelle, donc des atteintes cognitives qui font qu'il y a des désavantages dans la vie qui vont se retrouver formalisés sous forme d'une situation de handicap, difficulté d'accéder à certains apprentissages, tout ça, tels qu'on peut les imaginer, qui vont amener à la nécessité de mettre en place une éducation spécialisée. Là, on est sur le versant technique, on est tous d'accord. Et donc, pour les exceptions, je vous conseille de regarder Yo Tambien, qui est un film espagnol dans lequel il y a un acteur qui est un homme qui prend la parole et qui a fait des études universitaires. Et c'est un monsieur trisomique. Et autant là il joue un rôle, autant le film est extrêmement bien construit. Donc je vous y renvoie. Il est très très bien pour tous ces questionnements du devenir adulte et de la considération de la personne quand elle est trisomique. Donc il y a... J'essaie de savoir où j'en suis. J'aurais pas dû parler d'Yo Tambien. Une déficience intellectuelle, merci beaucoup, vous suivez. Je vous apprécie, je vous aime énormément, j'aime ce que vous faites. Donc la question de la déficience intellectuelle, elle est là, effectivement, et donc on est d'accord avec cette éducation spécialisée, mais la question de l'immaturité affective, on le renvoie, c'est des grands enfants. Alors l'immaturité, est-ce que c'est à cause de la trisomie ? Ça, c'est une grande question qu'on peut se poser à un moment donné, et j'ai une réponse, non. Voilà. Donc maintenant, on peut passer à autre chose. Il faut bien se mettre en tête que dans un développement normal, oui, je vais essayer de dire pourquoi, mais alors attention, il y aura des précisions à apporter, tout ça. Dans un développement normal, finalement, vous-même, nous, quand on chemine dans notre vie, nos parents nous éduquent, nos parents sont très attentifs, nos parents nous aident, nos parents nous aiment, nos parents répondent à nos questions, et il arrive une période à laquelle nos parents nous font chier, nos parents nous emmerdent, on envisage de partir, même si ça se passe bien, on envisage de partir, et puis à un moment donné ou à un autre, on a les moyens de partir et on s'en va. On quitte la maison, on s'émancipe. Et c'est vrai que c'est un moment difficile. Hein. Moi-même, de temps en temps, j'ai envie de voir ma maman, tout ça. Mais c'est un moment qu'on traverse, l'émancipation. Et il y a quelque chose qui joue de ce devenir adulte à ce moment-là aussi. Non pas parce qu'on devient adulte à ce moment-là, mais parce qu'on est reconnu en tant qu'adulte par les autres à ce moment-là. Pourquoi je dis reconnu et pas devenir adulte ? Parce qu'on positionne que être adulte, c'est être majeur. Donc c'est avoir 18 ans. La loi elle est très claire à ce niveau-là. On est adulte, droit de voir des personnes adultes, 18 ans. Ça vient cadrer, quelque part on n'aurait pas à se poser la question, mais c'est vrai qu'on est amené à se la poser par rapport à toutes nos représentations.
Donc cette émancipation, elle se fait, et puis on va vers notre vie, on la vit et tout ça. Et qu'est-ce qui se passe pour une personne qui est dépendante? Et je parle pas seulement des personnes trisomiques, je parle des personnes en situation de handicap. On retrouve cette problématique pour des gens qui ne sont pas en situation de handicap sur le versant intellectuel, mais sur le versant moteur. On peut discuter dans des IEM, des choses comme ça. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. J'avais assisté à un colloque en 2005 sur la sexualité des personnes handicapées, et il y avait des gens en situation de handicap moteur qui prenaient la parole et qui disaient les mêmes choses. Donc, pourquoi c'est vrai que la perspective de l'émancipation, elle n'est pas aussi simple que ça. Comment une personne dépendante va se passer de l'aide de ses parents alors qu'il l'a eu toute sa vie et qu'il en a besoin? Comment? On est bien embêté. Il y a cette notion de reconnaître leurs responsabilités, et puis après, moi je pense que l'accession à une institution qui permette d'avoir un lieu de vie, un espace intime, dans lequel, et puis dans le règlement de l'institution, il n'est pas précisé que les relations sexuelles sont interdites, ça contribue à la reconnaissance d'une émancipation. L'autonomie, c'est pas pouvoir, je parle pas de l'autonomie fonctionnelle, l'autonomie, c'est pas pouvoir se débrouiller seul, être totalement indépendant des autres, sinon tous on serait en situation de handicap. On est interdépendant. L'autonomie, c'est cette notion de pouvoir prendre ses propres décisions, là où on en est, et de les assumer. Et même si on a à un moment donné une déficience intellectuelle, on est en mesure de dire ce qu'on a envie de faire quand même. On n'est pas toujours habitué à le faire, mais on doit pouvoir accéder à ça. Tout ça, c'est pour dire qu'à un moment donné, c'est possible d'y arriver, mais dans la tête des personnes, c'est pas si évident que ça de se projeter vers ce statut d'adulte. Les parents, vous disiez, hein, oh, ne vous inquiétez pas, de toute façon, il ne vivra pas au-delà de 20 ans. Ça, c'était il y a 35 ans. Et puis là, aujourd'hui, il y a des lois qui sortent, hein, l'orientation politique, ça va vers oh, bah, vous inquiétez pas, on vous donnera une aide pour qu'il reste à la maison. Donc ça, c'est génial dans la perspective. Autant je suis d'accord par rapport à la politique autour des personnes âgées du maintien à domicile, autant je tiens à m'envoyer un message. Quelle émancipation pour des personnes qui restent chez leurs parents, aussi sympathiques soient-ils. Hein. Je sais, mes parents sont très sympathiques, mais je ne retournerai pas vivre chez eux. C'est juste pas comme ça qu'on réussit à se construire en tant qu'adulte à un moment donné. Donc, cette question de l'accession à l'émancipation, je crois qu'il faut se la poser pour résoudre un peu cette question aussi de la responsabilité. On vous dit de passer le relais à un moment donné à l'institution. Et c'est vrai qu'à aucun moment, en tout cas on a beaucoup de mal à le dire, à quel moment on reconnaît le droit à la personne d'être responsable pour elle-même. Moi je les ai en groupe de parole, je vous assure qu'il y a des tas d'idées, des tas d'envies. Je les ai en réunion autour du projet d'accompagnement individualisé, il y a des gens qui nous disent peu de choses. Mais j'ai souvenir d'un jeune homme avec qui on discutait, c'est un jeune homme qui ne parle quasiment jamais. Donc il est prostré comme ça, tout ça. Puis on parle de son projet, donc lui dit on va décider pour toi. Bon bah on décide pour toi, on fait ça, tout ça. Et puis son père se tourne vers lui et puis il fait mais tu sais quand même, le sage, c'est le nom de l'institution, le sage c'est pas une prison. Et la seule chose qu'il a dit de tout le projet, il a regardé son père et fait un peu quand même. Donc c'est pas parce qu'à un moment donné on décide pour, on fait pour, on va vers, qu'ils sont pas en mesure de savoir que eux ont des envies. Si on leur reconnaît le droit à avoir ces envies, le droit à prendre en main leur vie, avec l'aide dont ils ont besoin, je ne suis pas irréaliste, il y a besoin d'aide dans la vie quotidienne, il y a besoin d'aide à l'accompagnement aux décisions, il y a besoin d'aide à plein d'endroits, mais il y a des vraies capacités et des ressources. Prendre une décision, c'est pas une histoire d'être intelligent. Sinon, il y a des tas de politiques qui ne prendraient pas de décision. Ça se saurait. Donc vraiment, il y a cette notion de dire, reconnaître cette difficulté, dire qu'elle est réelle, et en même temps dire mais les gens doivent avoir le choix et on doit leur reconnaître le droit à ce choix, c'est pas contradictoire. Et le droit d'être adulte, le droit de décider pour soi, quelque part je crois que vous en parlerez aussi, c'est cette notion de revenir à la législation, essayer de travailler sur nos représentations, pour les laisser de côté aussi. Parce que c'est très très bien qu'on en prenne conscience, qu'on sache d'où on vient, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on essaye d'aller vers un endroit où on est plus respectueux de chacun, et cet endroit dans lequel on est plus respectueux de chacun, c'est reconnaître aussi à chacun des droits, des devoirs aussi. Et en tout cas, je pense que n'importe qui, personne trisomique, non trisomique, même nous les hommes, avec notre immense immaturité affective, les femmes nous ont reconnu ce droit quelque part à être adultes. Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas pour des personnes qu'on considère par ailleurs comme immatures. Voilà, je vous remercie.
vivons, on le sait, un grand moment d'émancipation en ce moment. Nous sommes après la loi de 2005. C'est un moment merveilleux, c'est un moment voilà, où on avance, où on se bat et où on a une nouvelle loi. Et une nouvelle loi, on le sait, ça met du temps à être intégré. Donc on est dans ce sillage-là. Et moi, c'est de la loi que je voudrais vous parler, de l'esprit des lois. Et de comment ça se passe dans le concret. Et je vais avoir de l'aide pour vous parler du concret, vous allez voir tout de suite. Alors la loi, vous savez, elle ne parle pas de prise en charge, elle parle d'accompagnement. Moi, je l'ai vécu de manière tout à fait intéressante, ce changement de vocabulaire, parce que comme un certain nombre de professionnels, une professionnelle, j'étais voir des personnes en situation de handicap, vous savez, avec ce ton un peu condescendant, alors on va prendre en compte vos attentes pour la prise en charge. Et là, un monsieur en face qui me répond, madame, je ne suis pas pris et je ne suis pas une charge. Respect, j'ai plus jamais, donc prise en charge, plus jamais. Mais, mis à part ces questions de vocabulaire, avançons un petit peu sur la question de cette loi de 2005. Vous savez qu'elle parle, c'est de grandes notions, la citoyenneté, l'accessibilité, les logiques de compensation. Le handicap est le résultant d'une situation, vous savez tous tout ça dans la salle. La difficulté, c'est que les logiques d'accessibilité, les logiques de compensation, parfois tendent à favoriser la définition du handicap comme quelque chose de plutôt moteur, avec des questions plutôt physiques, de difficultés ou d'entraves en termes de capacité. Et donc évidemment, quand on se pose la question du handicap mental ou psychique, ça va poser un certain nombre d'autres questions. L'esprit de la loi, nous le savons, ça n'est pas de poser la question des capacités et des petits bouts de choses que peut ou peut ne pas faire la personne, c'est la question du sujet. Or, le sujet n'est pas compensé, construit, bidouillé comme un mécano. Il est vivant ou pas vivant s'il trouve un autre sujet en face de lui. Bon, il faut une altérité pour vivre comme sujet, pour vivre sa situation de sujet. Et du coup, la notion que je voudrais vous proposer, c'est que tout simplement, pour vivre le sujet, faut-il encore qu'on lui en donne la possibilité, c'est-à-dire, faut-il encore qu'on lui donne la parole. Vous avez remarqué comme moi qu'il n'y a pas dans ce forum d'intervenants trisomiques 21. Vous allez me dire, ouais, c'est un peu démagogique parce que est-ce qu'eux, ils auraient tellement envie de s'exprimer dans cette situation-là? C'est vrai, tout à fait. Mais enfin, c'est vrai qu'on a quand même une certaine capacité à s'arroger la possibilité de parler pour eux. Et je transposerai un peu la phrase de Galilée, vous savez, et pourtant elle tourne pour dire, et pourtant il parle. Donc on aurait pu effectivement réfléchir à ça, mais du coup, nous, quand on s'est posé cette question à la Croix-Rouge française, on s'est dit, on va tout simplement aller leur poser un certain nombre de questions. Alors, sur quoi on va leur poser la question? Sur les dimensions qui semblent relativement cruciales de la vie, et donc les questions sur la vie affective et sexuelle et sur le travail. Dans les extraits que je vais vous citer sont les propos que j'ai recueillis dans les structures de la Croix-Rouge française auprès de personnes donc en situation de handicap. Et voilà, je voudrais vous proposer ces fragments. Alors, ils ne sont pas du tout statistiquement représentatifs, naturellement, ils sont juste pour eux-mêmes d'avoir été prononcés par des personnes qu'on a été voir et à qui on a demandé un certain nombre de choses sur leur vie quotidienne. Et alors, première chose, sur la situation de la vie affective et sexuelle, vous le savez tous, un certain nombre de personnes sont accueillies en institution. Une institution, c'est un petit village. Tout le monde sait tout. Donc la question de l'intimité, derrière la porte, pas derrière la porte, voici ce que me dit un jeune homme, il a 13 ans. Il est accueilli en IME. Alors moi j'ai un problème, quand je déjeune à côté de quelqu'un, on croit qu'on sort ensemble, c'est pas toujours vrai. C'est notre vie, ça regarde personne. Tout le monde se mêle de tout et après ça finit en conflit. Spécificité du handicap, je ne suis pas. En tout cas c'est clair, tout le monde est dans la même boutique, on se connaît tous et ça fait des embrouilles. Un autre résident, cette fois 22 ans. Avec les résidents, moi je vous dis, on n'est pas proches. Ils sont pas intéressants. Ils viennent pas vers moi. Quand ils viennent, je les remets à leur place. Par contre, les professionnels, ils viennent vers moi, je les laisse. Je suis bien obligée. Un témoignage d'une jeune femme, 25 ans. Des fois, je me sens seule. Si je pouvais, j'irais boire un coup dans le bourg. Mais bon, je peux pas. Enfin, je peux parler de ça à ma référente, Nathalie. Je sais pas si Nathalie lui offre un coup à boire, mais enfin... Avoir un copain, je sais pas si ça apporte quelque chose, mais enfin, en tout cas, on se sent bien. Je me sentais un peu idiote d'avoir posé la question, est-ce que ça vous apporte quelque chose d'avoir un petit ami? On m'a remis en place, la jeune fille. Un jeune homme qui me regarde froidement. Et pour moi, l'amour, ça se passe sans mots, il n'y a pas besoin d'en parler. Très bien, passons à la question suivante. Une jeune femme qui me dit, moi, on m'a dit de mettre la distance avec mon copain parce qu'il faut travailler mon projet. Je ne sais pas sur quoi il est, mon projet.
quelques extraits de cette enquête sur la vie affective et sexuelle. Alors, autre registre, avec ses contradictions également sur le sens du travail. Donc là, c'est une enquête que nous avons faite auprès de travailleurs au sein d'établissements et de services d'aide par le travail. Voici ce que me dit un travailleur des actes. Moi, je reste toujours dans mon atelier, je préfère. Je fais un peu de tout, je tourne, il n'y a pas de souci. Une travailleuse, ce que j'aime, c'est être sur une machine. J'aime bien des tout petits trucs manuels. Si vous me mettez avec des gros câbles, au bout d'un moment, ça me fatigue. Rester sur le même poste, au bout d'un moment, j'en ai marre. Une autre évidente, moi je vais vous dire, toute la semaine le linge sale, c'est chiant. Un jeune homme handicapé en ESAT également. L'important, c'est d'être considéré au travail dans son rendement, c'est-à-dire être sollicité, être félicité. Y a-t-il tant de différence que ça avec nous? Un autre témoignage. La motivation compte et aussi ceux qui nous accompagnent sont sympas ou plus secs. Des fois, c'est pas évident. Il faudrait que les moniteurs passent nous voir, qu'on puisse se rattacher à quelque chose. Pour nous, les voir, c'est important. Une autre situation, une personne à qui je demande s'il est fier de travailler dans cette ESAT. Fier, je sais pas. J'aimerais surtout des fois avoir d'autres cadres, quitter un peu ici, voir autre chose, mais c'est pas facile. Un dernier témoignage sur cette enquête que je voulais vous citer. En fait, moi j'aimerais faire ce genre de choses pour justement... Parce que en fait, depuis très longtemps, j'ai envie de travailler dans le standard. Et l'image que j'ai, j'aimerais en fait ne pas avoir que l'image du ordinaire. Avoir aussi le... Enfin, y aller. Et puis me dire que, voilà, Soraya, tu l'as fait. Au moins, tu l'as fait. Même si ça n'a pas marché, l'ordinaire, t'as essayé. Cette aventure du monde, de l'autre monde, bien sûr, dans ces questions d'émancipation et d'intégration. Mais il n'y a aucune évidence en matière d'émancipation et d'intégration. Ça a déjà été dit dans le propos précédent sur la vie affective et sexuelle. Un autre témoignage que je voulais vous citer, qui complexifie les choses, et nous vivons tous cette complexité. C'est un jeune homme, 16 ans. À la fête de Noël, il y avait un garçon qui me plaisait. Je lui ai pas parlé parce que j'étais trop timide, et parfois quand on est trop timide, on rit en même temps qu'on parle, donc c'est pas facile. C'est un jeune homme, il a 16 ans. C'est mieux un homme comme ça, comme lui. C'est mieux qu'un garçon de 8 ans. C'est plus raisonnable. Quelques questions et quelques vertiges sur ce qu'il me dit et ce que je peux laisser à sa libre appréciation ou non. Un autre témoignage, cette fois dans l'enquête sur le travail. Le milieu ordinaire, moi j'irai pas y travailler parce qu'il faut se dépêcher. Si on a envie d'aller aux toilettes, il faut aller attendre la pause. Moi j'irai pas. Un autre témoignage. Les ZAD, c'est pas plus sécurisant parce que le milieu ordinaire, c'est pas sécurisant parce qu'il y a la question du chômage derrière. Qu'est-ce que savent, qu'est-ce que ne savent pas, bien sûr, qu'est-ce que comprennent les personnes en situation de handicap du monde dit ordinaire. Dernier témoignage dans cette enquête sur le sens du travail. Dans le monde ordinaire, on vous demande de la production à fond. Dans un ESAT, on ne nous demande pas ça. Et moi, dans le monde ordinaire, j'ai du mal. Dans le monde ordinaire, j'y arrive pas. Je préfère rester là. Qu'allons-nous faire des désirs de la personne, de son goût du risque, ou au contraire, de sa peur du risque? Nous prétendons tenir compte de leur projet, mais quel est-il ce projet? Comment s'exprime-t-il? Et puis qu'avons-nous, nous professionnels, véhiculés sur le chômage, sur le monde de l'entreprise, le monde ordinaire, à ces personnes en situation de handicap? Une professionnelle travaillant dans un CESAD sur la question de l'intégration des enfants en situation de handicap me dit ceci. Dans toutes nos enquêtes, il y a à la fois les personnes en situation de handicap et puis bien sûr les professionnels. Elle me dit ceci: bien nous, dans le CESAD, on est censé avoir une mission d'intégration, mais à l'école, il faut surtout qu'on fasse en sorte qu'ils se tiennent tranquilles. Alors, intégration, j'écris ton nom? Eh bien, je voudrais vous proposer une analyse ici qui est une analyse de Tocqueville. Tocqueville réfléchit dans un temps qui est un petit peu comme le nôtre, c'est-à-dire qui est porté par un très grand événement politique. Tocqueville écrit après la Révolution française et nous vivons un grand moment d'émancipation comparable, puisque la loi de 2005 est un très grand moment pour nous tous, comparable à celui dont parle Tocqueville. Et que nous dit Tocqueville? Tocqueville nous parle, je cite, de la passion de l'égalité. Il dit, nous voilà dans un moment où les hommes, il y a l'égalité possible, on a commencé à changer un certain nombre de choses, et voilà qu'on va tous avancer avec une espèce de joie, une ivresse de l'égalité. Mais vers où nous conduit cette ivresse, et que devons-nous faire de cette ivresse? Je cite ici Tocqueville. Je pense, dit-il, que les peuples démocratiques ont un goût naturel pour la liberté. Livrés à eux-mêmes, ils la cherchent, ils l'aiment, et ils ne voient qu'avec douleur qu'on les en écarte. Mais ils ont pour l'égalité
Une passion ardente, insatiable, éternelle, invincible. Ils veulent l'égalité dans la liberté, et s'ils ne peuvent pas l'obtenir, ils la veulent encore dans l'esclavage, ils souffriront la pauvreté, l'asservissement, la barbarie, mais ils ne souffriront pas l'aristocratie. Tocqueville nous prévient, attention, dans votre recherche éperdue de l'égalité, que sacrifiez-vous? Eh bien, nous le savons tous, nous voyons tous à l'école, nous voyons tous dans le milieu ordinaire, nous voyons tous dans l'intégration, nous voyons tous à quel point c'est la complexité qui doit dicter nos conduites, même si cela prend du temps, et notre passion de l'égalité, je crois, ne doit pas nous faire oublier notre passion de la singularité. Je vous remercie. C'est difficile effectivement de prendre la parole après des exposés aussi riches d'humanité je voudrais peut-être simplement, alors je suis généticien, mais là j'ai pris la place un peu à la dernière minute d'un autre collègue qui fait travail de recherche et effectivement d'essayer de comprendre les mécanismes qui entraînent les déficits cognitifs, mais aussi peut-être les autres anomalies, les problèmes cardiaques, les problèmes squelettiques, etc. dans la trisomie, pour évidemment essayer non seulement, je dirais, de comprendre, mais peut-être de trouver des pistes thérapeutiques. Simplement, c'est vrai que les généticiens sont aussi ceux qui font le diagnostic, même si les échographistes vont dire voilà, c'est peut-être, il y a un risque, c'est probablement une trisomie, c'est finalement le généticien qui dit oui ou non, et pas seulement pour la trisomie, mais pour un nombre de maladies, qu'elles entraînent des handicaps physiques, des handicaps mentaux, ou qu'elles soient simplement, enfin pas simplement, ou qu'elles entraînent une mortalité peut-être très, très précoce des enfants qui s'en sont atteints. Et on en discutera d'ailleurs de 4 à 6. Donc c'est vrai qu'il y a cet aspect du généticien, et ce que je voudrais dire en tout cas, c'est peut-être pour lancer de la discussion après, j'ai trouvé effectivement que notamment les premiers intervenants étaient, je dirais, très sévères sur cette activité de diagnostic prénatal qui conduit à effectivement un nombre important d'interruptions de grossesse. Je pense que c'est évident qu'il faut que d'abord l'autonomie des parents et l'autonomie éclairée. C'est pas simplement qu'on leur a un moment, c'est à vous de décider, mais on ne sait pas trop décider, ça veut dire quoi, la trisomie ou telle autre maladie. Donc déjà de respecter cette autonomie, mais je pense pas non plus qu'il faut dans l'autre extrême, disons, diaboliser, parce que pour ceux qui prennent cette décision, s'ils ont été en âme et conscience et informés, je pense qu'il faut aussi respecter cette décision dans les deux sens. Mais juste et très rapidement, pour vous dire, donc il y a maintenant de nombreuses équipes dans le monde qui essayent de travaillent sur effectivement ces mécanismes de la trisomie 21, et peut-être ça va vous étonner, ce qui à l'heure actuelle est l'outil le plus utilisé dans le monde, et donc, notamment à Strasbourg, à Ilkirch, par l'équipe de Yanero, c'est la souris. Et on a créé, notamment donc Yanero, qui est un des grands spécialistes mondiaux, des modèles dans la souris de la trisomie 21. Et ça, comment? C'est tout simplement la trisomie 21, c'est quoi? C'est qu'au lieu d'avoir 2 chromosomes de chaque paire de chromosomes, pour le 21, qui est un des plus petits chromosomes humains, un chromosome qui compte 200 gènes, bien, il y a 3 copies. Et c'est ces 3 copies qui font des dysrégulations dans la cellule, dans les neurones, dans toute une série des dysrégulations fines. Hein. C'est pas la catastrophe complète, mais enfin suffisamment pour créer les problèmes que l'on connaît. Eh bien, nous ressemblons beaucoup à la souris, ça peut vous étonner, mais sur les 200 gènes
qu'il y a sur le chromosome 21, on en identifie 180 qui sont l'équivalent chez la souris. Et ces 180 gènes chez la souris sont répartis non pas sur un seul chromosome, mais sur 3 chromosomes de souris. Eh bien, on a pu créer des souris avec une trisomie, soit partielle, soit même quasi totale, de ces 180 gènes équivalents. Et même, il y a une souris qui a été créée où carrément on lui a mis le chromosome 21 humain en plus de ces chromosomes de souris qui font qu'elle est une souris. Et avec ça, on peut étudier quelles sont les anomalies cognitives de la souris. Alors effectivement, on ne peut pas demander à une souris de parler et d'écrire, mais on peut tester sa mémoire, on peut lui faire des tâches. Est-ce qu'elle est capable de prendre la bonne décision, de se rappeler? Est-ce qu'elle est anxieuse? Est-ce qu'elle est hyperactive? Donc il y a des tas de choses qu'on peut faire sur la souris. On peut aussi voir, est-ce qu'elle a des anomalies cardiaques? Est-ce qu'elle va être comme un risque plus élevé de leucémie, par exemple, de cancer, ce qui est aussi le cas chez les trisomiques? Et ça, c'est une chose. Et puis quand on a constaté ça, on peut commencer à essayer de voir, parmi les 180 gènes qu'on peut tester, est-ce qu'il y en a certains qui sont plus responsables, ou la trisomie est plus responsable pour ces gènes de l'aspect cognitif? Je vais donner une histoire d'ailleurs qui a à la fois été importante pour la trisomie 21 mais aussi pour la maladie d'Alzheimer. On s'était aperçu que à partir d'environ 40 ans, les trisomiques, et en fait on s'en apercevait surtout quand ils décédaient, avaient en fait des signes pathologiques de la maladie d'Alzheimer. Et on s'est aperçu qu'effectivement, il y avait une beaucoup plus grande fréquence de maladies d'Alzheimer relativement précoces, vers l'âge de 40-50 ans, chez les trisomiques, que dans la population normale, se surajoutant, si vous voulez, à la trisomie, au problème des déficit. Et en fait, ça a permis de voir qu'il y a un gène sur le chromosome 21, qui est un gène capital pour le développement de la maladie d'Alzheimer. Et donc, si vous voulez, je dirais, les recherches sur la maladie d'Alzheimer ont éclairé la compréhension de cette évolution, disons, de la trisomie, et en même temps, les recherches sur la trisomie ont éclairé les mécanismes de la maladie d'Alzheimer. Mais une fois qu'on a ces souris, on peut aussi essayer donc de voir quels sont les gènes, donc, comme je vous l'ai dit, impliqués dans telle ou telle anomalie, et en espérant que cette anomalie est transposable, permet de comprendre un problème clinique chez l'homme. Et en fonction, quand on connaît la fonction de ce gène, on peut se dire, eh bien, est-ce que, puisqu'il agit, parce qu'il y a 3 copies au lieu de 2, est-ce qu'en ayant un inhibiteur de la fonction de ce gène, pour ramener, je dirais, de 3 à 2, est-ce qu'on aurait des choses qui sont intéressantes cliniquement? Et on peut tester, donc on peut développer des molécules pharmacologiques, les tester chez la souris, et quand on a des molécules pharmacologiques qui donnent des choses intéressantes chez la souris, et qui sont des molécules qui peuvent être utilisées chez l'homme, dans des conditions de sécurité, etc., on peut faire des essais cliniques. Alors, essais cliniques, ça ne veut pas dire, parce qu'on fait un essai clinique, qu'on a trouvé un médicament. Ça veut dire qu'on a une idée d'un médicament qui, éventuellement, pourrait avoir un intérêt. Et l'essai clinique est là pour vérifier, y a-t-il un intérêt ou pas. Et donc, j'ai terminé rapidement, parmi, effectivement, ces 180 gènes, par exemple, il y en a un qui a le nom barbare de DYRK1A, dont les recherches sur la souris ont montré que, effectivement, quand on avait 3 copies de DYRK1A au lieu de 2 chez la souris, il y avait des anomalies cognitives, des anomalies du développement du cerveau. Il y a des composés qui ont été trouvés qui inhibent la fonction de ce gène, dont un, c'est simplement le composé le plus important dans le thé vert. Et donc maintenant, il y a des essais cliniques
avec ce composé pour essayer de voir est-ce que on peut améliorer les aspects cognitifs. Alors c'est pas évident parce que c'est pas en donnant 3 semaines un composé qu'on peut se dire que tout d'un coup quelqu'un qui avait des gros problèmes cognitifs tout d'un coup va être... Mais donc le problème dans ces essais cliniques de mesurer comment est-ce qu'on va voir s'il y a un effet ou s'il n'y a pas d'effet n'est pas un problème facile, mais c'est simplement pour dire qu'effectivement la génétique et les généticiens n'ont pas comme seule solution ou utilité de dire ben voilà on fait le diagnostic et puis après vous savez ce qu'il vous reste à faire, mais aussi de se dire que ces maladies, il y a effectivement des possibilités de diagnostic prénatal, mais il y aura aussi des enfants qui naissent avec ces problèmes, ces maladies, ces situations. Et qu'est-ce que la compréhension des mécanismes peut faire sur des meilleures prises en charge thérapeutiques, en sachant que la thérapeutique pharmacologique, ce n'est probablement que un aspect, un petit aspect, mais la prise en charge médicale et l'histoire de Madame Val, il y avait l'histoire de la cardiopathie dont vous n'avez pas parlé, parce que j'ai fait parler, j'avais invité Madame Val à plusieurs reprises à parler à des étudiants en médecine, et je peux vous dire que c'était un des rares cas dans toute mon activité d'enseignant en médecine où on pouvait entendre une mouche voler, parce qu'effectivement, quand ils entendaient ce que Madame Val avait à leur dire, je crois que pour la cardiopathie, c'était aussi pas la peine d'opérer, puisqu'il suffit de faire la nature, laisser faire la nature. Donc je crois que la prise en charge médicale a un rôle, mais évidemment la prise en charge de l'individu, du sujet, l'accompagnement, pardon, la prise, voilà. Non mais c'est évident, voilà, on a... c'est évidemment tout à fait capital. Merci.